Tu as du mal à tenir en handstand et tu as surtout du mal à conserver ta position d'alignement optimale. Reste dans cette vidéo, je t'explique tout. Let's go! Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du Whiteboard, un épisode qui va être consacré au handstand et aujourd'hui je vais te donner une des clés majeures qui est sans doute pour moi la plus sous-estimée dans l'apprentissage du handstand et surtout dans sa capacité à tenir en handstand hold et à conserver un bel alignement dans la position, ce qui va nous permettre par la suite de maintenir bien entendu en handstand hold mais surtout de pouvoir évoluer sur de nombreux skills tels que les handstand walk, les handstand pirouettes, les HSPU, les free HSPU et surtout bien d'autres skills plus avancés sur le handstand. Aujourd'hui, je vais donc t'expliquer dans ce nouvel épisode du Whiteboard quelles sont les problématiques majeures et surtout une des clés majeures, celle de la souplesse au niveau des hanches et des épaules. Je t'invite également à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai une petite surprise pour toi, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, ça devrait te plaire. On est donc parti dans ce nouvel épisode du Whiteboard. Un épisode, comme je le disais dans l'introduction, qui va être consacré au handstand et l'élément clé qui pour moi est le plus sous-estimé, dont on parle très peu et pourtant Dieu sait si j'ai eu des pratiquants en matière de handstand, que ce soit dans la gymnastique mais également dans le milieu du crossfit, et ce qu'on peut remarquer c'est que c'est un des problèmes récurrents, un problème majeur qui revient extrêmement souvent, c'est un problème lié à la souplesse. Alors on pourrait même peut-être parler de mobilité, mais je me suis rendu compte que c'était plus un problème de souplesse plutôt qu'un véritable problème de mobilité, puisque rappelons-le, la différence entre la souplesse et la mobilité, la souplesse c'est la capacité à aller dans une amplitude et la mobilité, attention je résume, je schématise, mais la mobilité c'est la capacité à aller dans une amplitude, à y exercer de la force et surtout en gardant un contrôle moteur optimal. Alors pourquoi je parle de souplesse? J'ai pu constater que de très nombreuses fois, c'était l'un des facteurs les plus limitants qu'on puisse rencontrer bien avant celui de la force et de la capacité à pouvoir maintenir son propre poids de corps au-dessus de sa tête. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous décrypter grâce à cet épisode du Whiteboard un petit peu quels vont être les problématiques et les facteurs limitants qu'on va pouvoir rencontrer et qui, si vous faites l'effort de bien y apporter de l'attention et y faire un travail assez spécifique dessus, vous allez voir que vous devriez avoir des résultats significatifs et ce relativement rapidement. On se retrouve donc sur notre tableau dans lequel j'ai fait plusieurs petits schémas et je vais essayer de faire une petite analyse assez simple, assez factuelle des problématiques que l'on va pouvoir rencontrer. Donc comme je disais, le facteur majeur qui est pour moi le plus pénalisant, ça va être un manque de souplesse sur deux maillons clés. Le maillon au niveau de l'articulation de l'épaule, de la ceinture scapulaire de manière un petit peu plus générique et au niveau de la ceinture pelvienne, donc de manière un petit peu plus générique, ce qu'on va appeler ici les hanches. Ce problème de souplesse va engendrer une problématique majeure, c'est que l'on ne va pas être en capacité de venir aligner les pieds, les hanches, les épaules, les coudes et les mains. C'est les 4 à 5 points essentiels que l'on va devoir aligner pour venir dans une position et trouver un équilibre parfait. Problème, si l'un de ces maillons ne respecte pas cet alignement, ça va nous engendrer soit une chute, soit une incapacité à tenir de manière durable et surtout ça va être problématique dans l'évolution par la suite pour des skills un petit peu plus avancés. Donc on va essayer d'apporter une attention particulière à ces deux facteurs que sont le facteur de l'épaule et le facteur de la hanche. Les deux facteurs clé à mon sens, c'est dans un premier temps le facteur dit articulaire, c'est-à-dire l'amplitude de votre capsule articulaire. Si je devais résumer aujourd'hui cette amplitude autour de la capsule articulaire, vous avez votre articulation de l'épaule qui est ici, votre humérus qui vient s'emboîter. Si vous avez une capsule articulaire qui est relativement peu enveloppante, vous allez avoir un bon niveau de souplesse et d'amplitude articulaire. En revanche, si cette capsule articulaire a tendance à être beaucoup plus englobante au niveau de votre tête humérale,
on va se retrouver dans un cas de figure où l'humérus va avoir beaucoup plus de mal à bouger et donc aura beaucoup moins d'amplitude. C'est ce qui fait que dans certains cas, on a des personnes qui vont avoir du mal à venir ouvrir leurs épaules, dû à ce facteur dit articulaire. Et puis, on a un deuxième facteur qui est le facteur musculaire. Ce facteur musculaire, ça va être un problème de raideur. Et cette raideur va donc potentiellement entraîner une incapacité, là encore, à venir ouvrir ses épaules pour venir les aligner avec le reste du corps. Pour le deuxième élément, l'élément autour des hanches, on va être sur quelque chose d'un petit peu différent puisque la structure au niveau de l'hanche et notamment le placement qui va être nécessaire au niveau de notre hanche sera un petit peu différent de l'épaule puisque le facteur articulaire aura beaucoup moins d'impact, voire même quasiment aucun impact par rapport à l'impact musculaire. L'impact musculaire que l'on va retrouver notamment au niveau du facteur de la hanche, ça va être le psoas iliaque, cet ensemble de muscles qui composent les fléchisseurs de la hanche. Alors, pourquoi ce muscle peut être problématique? Eh bien, tout simplement puisque ce muscle, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, vient s'insérer ici sur la partie lombaire et sur la partie supérieure au niveau du haut de votre cuisse, au niveau de votre fémur. Et donc, si ce muscle a tendance à être cet ensemble de muscles, a tendance à être un petit peu trop tendu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec un dos qui va avoir tendance à venir se creuser, notamment au niveau de la partie inférieure du dos, au niveau de la partie lombaire. Cette partie lombaire et cette courbe accentuée lorsque l'on a un psoas qui est un petit peu trop tonique, eh bien, ça va nous empêcher de venir enrouler, de venir rétroverser notre bassin de manière optimale pour venir donc chercher notre alignement. Et cette rétroversion est pourtant capitale et c'est ce que je vous ai schématisé ici en dessous, avec une position où là à l'origine je suis dans une position qui est neutre. On voit donc j'ai exacerbé un petit peu la cambrure au niveau du bas du dos. On voit que la partie rouge c'est le sol et on voit qu'on a un écart entre la partie lombaire et le sol. Donc là on est à l'état initial, à l'état où le bassin est antéversé, c'est-à-dire que les fesses, le dos est relâché et on vient respecter la cambrure naturelle. Lorsque l'on va chercher à venir enrouler notre bassin, donc à venir rétroverser, on va se retrouver dans deux cas possibles. Le premier, vous vous trouvez avec un psoas qui est relativement souple et vous allez donc avoir la capacité à venir rétroverser votre bassin tout en gardant vos jambes tendues. Et lorsque l'on va se retrouver avec quelqu'un qui va avoir tendance à avoir des raideurs au niveau de son psoas, eh bien, on va observer une légère flexion des jambes. Eh bien, on va observer une légère flexion des jambes avec les genoux qui vont décoller. Pourquoi? Parce que le fait de venir plaquer, de venir enrouler son bassin, ça va mettre de la tension dans nos fléchisseurs de hanches et on aura l'incapacité d'enrouler, donc de rétroverser son bassin en venant aligner nos hanches. Donc ça, c'est l'un des facteurs qui, à mon sens, est le plus pénalisant. Et pour ce qui est du facteur des épaules, eh bien, lorsque l'on va avoir une raideur un petit peu trop importante au niveau des épaules, qu'est-ce qui va se passer? On va venir compenser en principe avec le bas de notre dos, on va venir creuser, étant donné que nos hanches, alors nos épaules auront tendance, on va schématiser un petit peu plus proprement, nos épaules auront tendance à avancer, et bien qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir relâcher ici au niveau du bassin pour essayer de trouver une certaine homogénéité dans l'alignement, ce qui sera potentiellement donc problématique puisque vous ne serez pas en capacité de venir aligner parfaitement votre corps avec les 4 à 5 points que j'ai pu donner tout à l'heure de manière initiale. Ce qui donc engendrera une incapacité, comme je disais, à venir s'aligner et à pouvoir maintenir la position longtemps et à pouvoir progresser sur des skills plus avancés. Une fois qu'on a
analyser de manière un petit peu plus avancée ces problématiques au niveau de la raideur des hanches et au niveau de la raideur des épaules, il y a également un autre facteur qu'il va falloir qu'on prenne en compte, c'est le facteur de comment on va chercher à venir travailler pour optimiser au maximum cet alignement avec ces différents points. Et ça, pour moi, c'est l'un des éléments, là encore une fois, qui peut être problématique et qui va venir potentiellement accentuer ces problématiques de souplesse, puisqu'on ne va pas solliciter ces amplitudes de par le choix des exercices qu'on va utiliser. J'avais fait une vidéo il y a de ça quelques temps, je pense 2-3 ans, ça remonte déjà un petit bout de temps, sur l'intérêt de l'utilisation du handstand, le ventre contre le mur au lieu de le faire le dos contre le mur, et je vais vous refaire un petit récap à ce sujet. Donc pourquoi j'incite beaucoup plus les gens à venir travailler le ventre contre le mur plutôt que le dos contre le mur? Eh bien la raison est très simple, c'est que lorsqu'on va se mettre le dos contre le mur, simplement le simple espacement des mains entre le mur et les mains, on va déjà créer un espacement de quasiment 20 cm. Ce qui fait qu'on ne pourra pas venir plaquer intégralement notre corps. Donc ça va être l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, c'est que lorsqu'on va se mettre le dos contre le mur, on va avoir les fesses qui vont avoir tendance à toucher. Les fesses qui vont avoir tendance à toucher, ça ne nous permettra pas de venir rétroverser de manière optimale notre bassin, puisque je le rappelle, nos mains nous éloigneront du mur, et même si on cherche à rétroverser son bassin, les mains nous mettront à une telle distance du mur qu'on ne pourra pas optimiser cette rétroversion du bassin. Et enfin, dernier élément, c'est qu'en venant positionner ses pieds contre le mur, on va avoir tendance, donc là on a notre mur. Si notre bassin, on travaille dos contre le mur, pardon, on va avoir tendance à envoyer légèrement les pieds vers l'avant, ce qui va poser une problématique puisqu'on ne sera plus aligné et vertical, mais on sera avec un corps qui sera légèrement incliné vers l'avant. Donc la meilleure des manières pour venir solliciter au maximum le placement et l'optimisation de notre épaule et de notre hanche, on va venir travailler ventre-mur. Pourquoi ventre-mur? Puisque là, on va venir limiter, puisque nos mains seront cette fois-ci disposées vers l'avant. On pourra venir rapprocher donc au maximum ses mains contre le mur. On pourra venir plaquer l'intégralité de notre corps, là encore une fois, au maximum contre le mur, ce qui va nous permettre à la fois d'optimiser notre alignement juste de par la position, et ça va nous obliger également à avoir le repère du mur va nous obliger à venir plaquer l'intégralité du corps, ce qui va donc favoriser l'ouverture des épaules dans le bon sens, puisque là nos épaules, si on les fait avancer vers l'avant, on va tomber, donc on sera obligé de venir plaquer les aisselles contre le mur. On sera beaucoup plus confortable pour venir rétroverser là encore une fois son bassin et venir agir sur les hanches en venant les écraser vers le mur. Bref, vous l'aurez compris, on va optimiser l'ensemble des facteurs, le facteur articulaire, le facteur musculaire et également ce qu'on a pu voir au niveau de la rétroversion ici du bassin. Donc vous l'aurez compris, bien avant de réfléchir sur l'aspect purement force, puisqu'on pense souvent que la force est le facteur numéro 1, le facteur limitant numéro 1 en matière d'apprentissage du handstand, et ben je suis au regret de vous dire que non, ça n'est pas le facteur numéro 1. En principe, c'est très souvent un problème de souplesse. On se rend compte que des gens qui ont un bon niveau de souplesse au niveau des épaules et au niveau des hanches ont absolument aucune difficulté à venir se placer sur leur handstand et par la suite à tenir. Il suffit bien entendu de développer un petit peu la force de telle manière à accroître de manière un peu plus significative le temps de maintien, mais vous l'aurez compris, ça n'est pas la problématique majeure. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode du whiteboard sur le handstand vous aura plu. Chose promis, chose due. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à la fin. Je vous annonce que vous disposez de 25% de réduction grâce au code promo whiteboard25. Vous pouvez donc accéder à l'intégralité de mes programmations et notamment aux programmations sur le handstand. Tout un univers qui vous mènera de A à Z sur le handstand. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez.